Bonjour, chers membres de ma communauté web. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la gestion des plaintes dans les dossiers de harcèlement psychologique. Dans le fond, comment favoriser la médiation dans ces dossiers. Alors, mon nom est Céline Vallière, je suis avocate, médiatrice depuis 25 ans et je m'occupe de ces dossiers depuis 2004, depuis la mise en vigueur de cette loi. Alors, je vais vous présenter quelques notions sur le harcèlement, pourquoi ce serait intéressant de favoriser la médiation. Alors, je dois quand même faire un petit avertissement. En Europe, en France particulièrement, les dossiers d'harcèlement psychologique sont davantage, je dirais, avec une approche plus pénale ou criminelle, alors que c'est très différent au Québec. Donc, ce que je vais mentionner, c'est surtout applicable au Québec. Mais si ça peut inspirer nos amis de la France ou d'ailleurs, ben, tant mieux, évidemment. Alors, tout d'abord, j'ai ce vidéo, ce PowerPoint juste à côté. J'espère que ça va vous aider à me suivre davantage. La loi sur les normes du travail au Québec a défini la notion de harcèlement psychologique. Ça a été intégré en 2002, c'est-à-dire, oui, c'était intégré en 2002, on a défini en 2004 l'article 881.18 et en 2018, on a eu une extension de délai. Il y a eu la vague de MeToo, alors où on a beaucoup parlé du harcèlement sexuel et on a élargi les délais de 90 jours de la dernière manifestation. On est passé à 2 ans, ce qui est quand même assez important. Mais tout ça pour vous dire qu'en 2004, quand ça a vraiment été lancé, on est en 2023 actuellement, 2024, ça va faire 20 ans. Donc, on a beaucoup de jurisprudence qui a été établie par les tribunaux, différents tribunaux. On sait davantage où on s'en va au niveau juridique et ça, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que je vais vous amener beaucoup de nuances sur pourquoi que la médiation, ça pourrait être intéressant. Alors moi, j'ai fait, juste pour dire, en 2004, j'ai commencé à donner des sessions de formation en médiation. Il fallait former les gestionnaires, entre autres, dans la fonction publique québécoise. J'ai fait des analyses de recevabilité, j'ai fait des enquêtes aussi. J'ai fait 6 enquêtes pour découvrir que je n'aimais pas faire des enquêtes, je préfère faire de la médiation. Mais donc, c'est un domaine que je connais bien. J'interviens là-dedans depuis au moins 20 ans. 4 éléments à démontrer. Tout d'abord, une conduite vexatoire. 2, des comportements, des paroles, des actes répétés, hostiles ou non, désirés. Alors, cette notion de répétition qui est importante, ça peut être non-verbal, qui porte, le troisième élément, qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui fait pour elle un milieu de travail néfaste. Donc, si vous avez rempli les conditions 1, 2, 3, c'est sûr que 4, c'est bingo, comme on dirait. Alors, le milieu de travail va manifestement être néfaste. Par ailleurs, et là, tout de suite, j'aimerais amener des nuances. Parfois, les personnes se sentent atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique ou psychologique. Leur milieu de travail est rendu néfaste. Et parce qu'elles ont ces deux conditions de remplir, elles se disent « Ah, mais c'est du harcèlement psychologique ». Mais non, pas toujours. Parfois, ce n'est pas du harcèlement, puis on peut être inconfortable dans son milieu de travail, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est du harcèlement. Il y a une exception aussi à cette notion, c'est qu'un seul acte grave, il donne un effet nocif et continu dans le temps, peut être considéré aussi comme du harcèlement psychologique ou sexuel. Alors là, je vais parler du harcèlement psychologique, mais comprenez que ça intègre la notion de harcèlement sexuel. Pour nous, c'est le même article de loi où on a intégré la notion de harcèlement sexuel. Alors, c'est le droit du salarié de bénéficier d'un milieu sain et exempt de harcèlement psychologique. Et donc, c'est l'obligation de l'employeur de lui procurer ce lieu et d'avoir des politiques de prévention dans ces dossiers-là et de sensibiliser le milieu, d'avoir des personnes responsables, etc., etc. Donc, c'est vraiment son obligation. Ce n'est pas l'obligation de d'autres personnes et c'est lui qui est interpellé au premier niveau quand il y a une situation alléguée, potentielle d'harcèlement psychologique. C'est sur son bureau que sont portées les plaintes.
Donc, peut-être qu'il y a des gens des ressources humaines qui vont écouter cette formation, cette vidéo, ou peut-être des salariés, j'en sais rien, d'autres médiateurs intéressés possiblement à cette médiation. Mais voilà, en tout cas, c'est certainement l'obligation du médiateur. Et quand il y a des milieux syndiqués, bien, on voit souvent que la plupart du temps, les syndicats vont participer à la médiation parce que c'est un processus auquel ils croient la plupart du temps. Évidemment, il y a différents types de harcèlement. On peut parler du harcèlement administratif, donc qui viendrait de la gestion, du harcèlement fait par un groupe contre un autre, du harcèlement sexuel, etc., etc. Alors, on ne fait pas toutes les distinctions ici. Et dans les employeurs ont l'obligation, à tout le moins au Québec, d'adopter une politique contre le harcèlement psychologique, politique qu'ils doivent rendre publique et qui doivent former leurs gens à cette politique. Donc, il y a une gradation des moyens. Généralement, on dit à l'employé, tu as une responsabilité, tu dois adresser les inconforts, les malaises que tu vis, tu dois les dénoncer aux personnes qui te font ces actes. Mais parfois, pour les personnes, on sait que ça peut être pas facile, ou même si c'est adressé, peut-être c'est pas toujours adressé d'une manière adroite, ou c'est pas reçu tout simplement. Donc, si ça va pas, tu peux signaler, soit faire une plainte formelle ou informelle. Et là, selon les politiques, on définit qu'est-ce que c'est le formalisme exigé. Et après ça, les ressources humaines, l'employeur pourra décider de faire une analyse de recevabilité qui vise à dire, est-ce que cette plainte est sérieuse? Est-ce que ça fasse même, on devrait la traiter? Si oui, on pourra aller à ce moment-là offrir la médiation. Si la médiation est acceptée, évidemment, on va voir si c'est un processus libre et volontaire, ben, tout va bien, mais s'il n'est pas accepté, on va aller à l'enquête. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que malheureusement, la médiation est refusée d'emblée par les plaignants et rapidement, on peut tout de suite aller en enquête où on ne voit pas d'autres alternatives. Évidemment, j'ai envie de vous dire que plus on va agir tôt, hein, plus ce sera préférable. Alors, plus on monte dans l'escalier, plus ça va être comme antagonisé, étiqueté, harcèlement psychologique. Donc, ça va être plus difficile de faire de la médiation. Évidemment, le harcèlement peut être au niveau collatéral entre personnes du même niveau ou en vertical. Donc, ce sera des sensibilités différentes. Ça demandera, la politique est la même pour tout le monde, mais il y a des petites sensibilités, donc il faudra s'occuper. Il existe des zones de gris dans la notion de harcèlement psychologique et c'est de ça que je vais vous parler. Parce que, sincèrement, c'est vraiment pas parce qu'on a mis une étiquette de harcèlement que ça en est et je vous donne les notions, certaines notions vraiment très proches. Alors, commençons avec une question très importante. Est-ce qu'il y a des faits? Ou est-ce que nous sommes que dans le monde des perceptions, des interprétations? Si, par exemple, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, bien, elle me regarde d'une manière méprisante ou elle ne m'aime pas, elle m'ignore, ben là, amène-moi des faits. Parce que si le salarié n'est qu'au niveau des perceptions, on part de plus loin. Et puis, pour lui, ça va être évidemment difficile de prouver qu'il y a eu du harcèlement s'il est juste dans les perceptions puis dans les interprétations. Alors, euh, il faut voir, est-ce qu'on a des faits solides? Est-ce qu'on pourra prouver, une fois, pas si simple? Les conflits, est-ce que nous sommes en situation de conflit? Sachez qu'un conflit qui dégénère peut, oui, devenir du harcèlement psychologique, mais ça peut être aussi considéré uniquement comme un conflit. Et oui, ça va porter atteinte à la dignité d'une personne. Et oui, ça va faire le milieu de travail qui est néfaste, mais on n'est pas en présence d'harcèlement. Alors, voici une situation qui se prête très, très, très bien à la médiation. Notre incivilité au travail, les rumeurs, les commérages, ça fait mal, mais est-ce que c'est du harcèlement psychologique? Il faudra que ça dépasse un certain niveau pour qu'on soit classé au niveau du harcèlement psychologique. Alors là, encore une fois, on est dans des concepts limites et dans les zones de gris. L'exercice du droit de gestion, c'est une autre chose aussi. J'ai déjà entendu des employés me dire, oui, mais des plaignants, il me surveille, il me demande plus de compte rendu, j'ai moins de liberté d'autonomie.
excusez-moi, j'ai moins d'autonomie, je me sens coincée. Oui. Est-ce que c'est fait avec respect? Est-ce qu'on respecte ta convention collective? Est-ce qu'on respecte les droits? Est-ce que tu es, vous savez, c'est pas simple, par exemple, un changement de leadership, quelqu'un qui avait beaucoup de latitude, puis tout d'un coup arrive un nouveau gestionnaire, beaucoup moins de latitude, nouveau style de gestion. Parfois, c'est pas facile de s'adapter, mais ce n'est pas du harcèlement psychologique. Attention, je suis pas en train de dire qu'un gestionnaire peut faire n'importe quoi. C'est pas ça. Mais c'est que le droit de gestion, c'est quand même assez solide au niveau de la jurisprudence. Donc, il faudra que ce soit déraisonnable comme exercice. Et puis, on ne demande pas au patron d'être parfait. Alors, si vous vouliez des patrons parfaits, ça n'existe pas. Et il peut faire des erreurs, il peut faire des maladresses communicationnelles, bon, mais ça ne veut pas dire que vous faites du harcèlement, même si c'est pas le fun de vivre sous ses ordres. Alors ça, parfois pour les employés, ce n'est pas évident d'entendre ça. Finalement, les jeux de séduction versus le harcèlement sexuel. Moi, souvent, je le dis à la blague, mais aussi avec un sourire, il y a où il y a des hommes et des femmes, il y a des jeux de séduction potentiels. Évidemment, il y a des limites à la séduction et quand il y a des noms clairs ou quand il y a des gestes qui sont inacceptables, ça doit être dénoncé et c'est un des types de harcèlement les plus graves, mais on a quand même parfois des concepts ou des situations limites aussi, où il y a déjà eu des relations entre les personnes, il y a eu des ruptures au travail, etc. Donc, est-ce qu'on est dans des situations de harcèlement encore là? Parfois, c'est pas si clair que ça. Est-ce que le plaignant est une victime raisonnable? Ça va peut-être vous faire sursauter, mais certaines personnes sont fragiles, sensibles, peuvent avoir des difficultés, des problèmes de personnalité. Et là, ça ne prend pas grand-chose pour se sentir harcelé. Alors, dans ce cas-là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas harcelés, je dis simplement que est-ce que la victime est raisonnable? Est-ce que si moi j'étais placée dans la même situation que elle, je pourrais me sentir harcelée ou pas? Alors là, il y a des tests. Les décideurs, et j'ai été une décideuse, j'ai été enquêteur, doivent déterminer est-ce que selon la balance des probabilités, donc 50 plus 1, je crois que cette personne vit véritablement du harcèlement. Je me mets à sa place tout en n'étant pas à sa place. Alors, c'est ça le rôle du décideur. Et c'est tellement parfois complexe dans certains dossiers, il y a tellement de grilles, on ne sait pas si on en est dans du harcèlement ou pas. Parfois, pour une même situation, un enquêteur pourrait dire oui, il y a du harcèlement, puis un autre pourrait dire non, il n'y a pas de harcèlement. Parce que parfois, c'est aussi des questions de crédibilité. Hein? Quand on n'a pas de témoins, quand on n'a pas d'écrit, quand on n'a rien de ça, c'est juste des questions de crédibilité. Alors, ça, c'est pas approuvé aussi. Et ça m'amène à parler de la vision juridique versus la vision élargie. Dans une vision juridique, vous avez vu les critères au début, je dois prouver quelque chose. Puis c'est au plaignant à le prouver. Et il y a des éléments et c'est la balance des probabilités. Dans la vision élargie, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au niveau psychologique, une personne peut bien se sentir harcelée, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être capable de prouver au niveau juridique. OK? Donc, je parle de ça. Évidemment, quand on se positionne comme médiateur, on n'est pas en train de chercher dans la vision juridique, on est plus dans une vision élargie. C'est plus de ça vers quoi on va aller. Qu'est-ce que la médiation? Donc, très rapidement, peut-être certains le connaissent. Les 5 fondements de la médiation, c'est un processus de communication libre et volontaire. On ne peut pas forcer la médiation. Ça prend de la neutralité et l'impartialité du tiers intervenant. L'adhésion et l'engagement de participer de bonne foi, l'autodétermination des parties. Donc, un médiateur dans ces dossiers-là va amener les personnes à trouver ensemble leurs solutions. Et c'est la confidentialité du processus. C'est un lieu d'expression, c'est un lieu de communication. Le médiateur est là pour s'assurer que les gens vont parler de leurs valeurs, leurs besoins, leurs intérêts. Les émotions ont leur place en médiation puisque les gens devront s'expliquer l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, dans le respect et avec l'aide du médiateur. On va parler des faits, on va parler des perceptions et des interprétations.
Les caractéristiques de la médiation, j'en ai nommé certaines, mais je veux vous en rajouter. Alors, c'est un processus qui est rapide. J'ai déjà fait des médiations à l'intérieur d'un délai de 3 semaines. Hein, c'est quand même assez rapide. C'est un résultat incertain. On ne peut pas aller en médiation pour se dire qu'on va arriver à quelque chose, on ne le sait pas. Parce que c'est libre et volontaire et c'est l'autodétermination. On est en mode de recherche de solutions. C'est un coût moindre que l'enquête. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins long. Le médiateur n'a pas à rencontrer des témoins, à rédiger un rapport de 40, de 50 pages, de 100 pages. J'ai déjà rédigé un rapport de 120 pages. J'avais 6 personnes qui avaient porté plainte contre une personne. Alors, ça fait un rapport de 120 pages. C'est quand même quelque chose. Il y a un coût, donc le coût est moindre, je l'ai dit, et il y a une confidentialité, somme toute, assez importante. Déjà, c'est confidentiel, la médiation, mais si j'ai juste 2 parties, ça va rester encore plus confidentiel. Parce que si je compare avec l'enquête, ben l'enquête, c'est un processus qui est plus formel. On cherche un coupable. Alors, c'est plus formel, c'est plus élaboré, c'est plus long. Il va y avoir un plan d'enquête, l'enquêteur va rencontrer le plaignant, établir ses allégations, les soumettre aux mises en cause, établir, rédiger par écrit, les faire approuver, se faire un plan d'enquête et possiblement rencontrer plusieurs témoins, étudier des documents. Alors, voyez-vous que c'est quand même plus élaboré et c'est sûr qu'on va arriver à un résultat. C'est sûr que l'enquêteur, son travail, c'est de dire est-ce qu'il y a du harcèlement ou il n'y a pas de harcèlement. C'est pas plus compliqué que ça. Il recherche la vérité, il recherche un coupable ou un non coupable. C'est sûr que c'est un processus qui est dispendieux et le tiers neutre, l'enquêteur doit être un tiers neutre et indépendant. Et là, je parlerai d'une confidentialité relative. Oui, c'est confidentiel, les rapports d'enquête et tout, mais si plus l'enquêteur va rencontrer des gens, ben, plus à quelque part, ça risque d'être ébruité. Ah, ben oui, c'est la triste réalité, c'est ça. Les résultats d'une enquête, alors là, je me trouve bien drôle là, avec mes 2 photos, des photos des gens souriants qui se serrent la main, qui sont bien contents, parce que les enquêtes, elles sont parfois véritablement nécessaires. Si une présence réelle de harcèlement psychologique, bien, ça peut nous obliger à revoir nos processus. Il y a des personnes qui peuvent être congédiées, etc. Donc, ça peut obliger les organisations à revoir leur façon de faire. Donc, c'est une bonne chose en soi. Mais ça peut être aussi désastreux parce que, je m'explique, si l'enquêteur est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique, bien, le problème n'est pas plus réglé. Et c'est ça, malheureusement. Alors, il n'y a pas de harcèlement psychologique, mais il y a un problème, il faut faire quelque chose. Il y a du harcèlement psychologique, mais on ne va pas congédier quelqu'un ou on ne peut pas replacer quelqu'un parce que l'organisation est trop petite. Ben, on a quand même quelque chose qui n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Il a coûté cher, le milieu a été contaminé et finalement, ça peut être assez décevant. En médiation, là, je vous fais une petite pyramide que j'aime beaucoup. En médiation, on part d'une position d'adversaire, c'est-à-dire que le HP, en fait, en médiation, je m'excuse, en médiation, on parle d'un problème. On parle pas de harcèlement psychologique. Moi, quand je rencontre les gens en médiation, je parle d'un plaignant, d'une plaignante ou de José et Nathalie. Je vais nommer les noms, mais je ne vais pas parler de harcèlement psychologique. Pour moi, je ne suis pas dans la position de départ. La position de départ, c'est ce qui est sur la pointe de la pyramide. Donc là, c'est une position d'adversaire où on cherche un coupable, on parle de harcèlement. Moi, je descends hein, en fait, cette identification première. Je descends en bas puis je me dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je vais aller creuser avec les personnes. Et donc, on est dans une position beaucoup plus coopérative où on cherche à régler un problème. On va parler des faits, des problèmes, des perceptions, etc., etc. Mais voyez-vous, cet élargissement, on va chercher d'autres éléments. La médiation, c'est important. À quel moment elle est offerte? Plus la médiation va être offerte tôt, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que les gens se seront pas antagonisés déjà. Alors ici, il y a des avant toute plainte officielle, si on entend parler de conflit, de malaise, de possibilité de plainte ou quoi que ce soit, d'incivilité qui continue, bien,
plus le milieu va agir tôt, mieux ce sera. Puis dans la photo qu'on voit ici, j'ai choisi une photo avec des éclaircies puis du soleil potentiel. Alors, c'est plus facile d'intervenir parce qu'on n'a pas étiqueté. Par contre, si on a fait une plainte, il y a une analyse de recevabilité, l'analyse dit que oui, la plainte est sérieuse, et là, on commence à être plus dans quelque chose d'un peu plus crunchy. Je ne dis pas que c'est impossible, au contraire, j'ai fait des médiations après analyse de recevabilité parce que le plaignant a accepté de faire de la médiation. Et ça m'est aussi arrivé de faire de la médiation avant une enquête. Pendant une enquête, on a mis sur pause l'enquête et j'ai fait une médiation. Malheureusement, ça n'a pas réussi, mais ça aurait pu. Ou après enquête, où l'enquête n'avait pas réglé le problème, les gens devaient travailler ensemble. Alors, j'ai fait une médiation à ce moment-là. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça devient beaucoup plus corsé et il faudra de l'expérience pour faire ce genre de dossier. Comment favoriser la médiation? Parce que ce que je constate, c'est que souvent, les plaignants, ou encore le milieu, ça peut être les ressources humaines aussi, vont aller à l'enquête sans explorer la médiation. Mais tout d'abord, ça va être vraiment de prendre le temps d'expliquer c'est quoi la médiation versus l'enquête. Alors, si vous êtes aux ressources humaines, si vous êtes un conseiller syndical, si vous êtes un avocat, si vous êtes un salarié, quelqu'un qui croit qu'il vit du harcèlement, bien, écoutez, lisez comme il faut la différence entre les deux parce que c'est pas le même chemin, c'est pas la même voie. Identifier les besoins et les intérêts. Qu'est-ce que c'est? Moi, souvent, ce que j'ai entendu des plaignants, je veux avoir la paix. Je veux que ça arrête. Je veux comprendre. Je comprends pas. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça me rend malade. C'est-tu moi qui est pas correct? Alors, on veut des explications. On veut comprendre. On veut on veut dire aussi que ça fait mal. Mais ça se passera pas en enquête, là. Ça peut se passer en médiation, mais pas en enquête. Alors, si un plaignant dit, ben moi, je veux avoir la paix, puis je veux pas, surtout pas avoir de problème, mais c'est la voie de la médiation, disons que c'est un bon choix. L'autre élément, suggérer un accompagnement. Des fois, les gens ont peur. Des fois, les plaignants se disent, ben moi, je vais être toute seule devant la personne en médiation, puis je sais pas, puis je suis inquiet. Peut-être être accompagné durant la médiation, ça peut être une bonne chose. Puis, on peut faire de la médiation par navette diplomatique. C'est une médiation qui est faite sans que les personnes soient un avec l'autre. En fait, engager un médiateur externe, bon, on va peut-être penser que je prêche pour ma paroisse, oui et non, dans le sens que le médiateur externe va susciter davantage de confiance. Les gens vont dire, ah, il n'est pas dans l'organisation, surtout si la plainte de harcèlement est contre un dirigeant. Parfois, les salariés, à tort ou à raison, peuvent penser que les ressources humaines vont prendre pour leurs dirigeants et donc ils ne seront pas des tiers neutres indépendants. Alors, ça peut être une bonne idée d'avoir un médiateur externe, surtout aussi avec de l'expertise, ça c'est important. Obliger les entrevues individuelles. Si un plaignant ne veut pas la médiation, ben au moins qu'il rencontre un médiateur pour qu'il puisse s'expliquer, puis que le médiateur puisse lui expliquer c'est quoi la médiation. Je pense que ça serait intéressant. Et s'il dit non, je veux rien savoir, ben c'est réglé. Mais s'il dit oui, j'ai une ouverture, puis à ce moment-là, c'est d'aller voir avec une mise en cause. Est-ce que tu serais d'accord à faire une médiation? Je vous dirais que la plupart du temps, les mises en cause sont d'accord à faire la médiation. En fait, c'est une médiation certainement qui a plusieurs défis et qui ne peut pas être faite n'importe comment. C'est déjà des dossiers qui sont sensibles. Il y a différents enjeux dont on doit tenir compte. Parfois, il y a différents acteurs aussi. Alors, c'est un type de médiation qui va demander quand même certaines précautions. En conclusion, donc, pourquoi je vous dis que c'est intéressant de favoriser la médiation? Parce que la plupart du temps, elle va davantage aider à régler ou à maintenir ou à rendre un climat de travail plus intéressant, à ce que les personnes peuvent s'expliquer, parce que dans le fond, il y a beaucoup de zones de gris. Et même s'il y a véritablement du harcèlement psychologique, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le négocier en médiation? Qu'est-ce qu'on veut faire dorénavant pour plus que ça se reproduise? Alors ça, c'est vraiment bénéfique. Si jamais vous avez besoin d'en parler, d'une expertise, d'une médiation, ça me fera plaisir de vous accompagner là-dedans. Vous pouvez me rejoindre sur
mon site web ou à partir de mon adresse courriel celine@celinevalière.com. C'est une façon très certaine de me rejoindre, oui. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que je forme des médiateurs à faire de la médiation dans ces dossiers. Alors, si ça vous intéresse d'être formé pour faire de la médiation dans les dossiers de harcèlement psychologique, je vous invite à vous inscrire à mon infolette, vous rendre sur mon site celinevalière.com. Vous allez avoir l'infolette, vous vous inscrivez et à ce moment-là, vous allez recevoir mes informations ou les moments où je vais donner cette formation qui dure environ 7 heures et je vous donne mes modèles, on dit comment faire pour faire de la médiation dans ces dossiers. Alors, j'espère que ça vous a éclairé ce petit vidéo et n'hésitez pas, comme je vous dis, à poser vos questions. Vous pouvez poser des questions sous la vidéo. Il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci et à la prochaine.